Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc ce sera un suivi lecture. On est le dimanche 9 janvier, il est 12h55 et je reviens parce que je suis arrivée à la moitié de ma lecture en cours qui est La Rose Blanche, c'est le tome 2 de la saga Le Joyau de Amy Ewing et c'est chez les éditions Robert Laffont de leur collection R. J'avais adoré le tome 1, donc pour vous faire un petit résumé, en fait on suivait Violette qui est une jeune femme qui est appelée à devenir une mère porteuse. En fait on est dans un univers où on a le joyau, où il y a des demeures avec des duchesses, des ducs qui sont très riches, mais ces personnes ne peuvent pas enfanter, ils ne peuvent pas avoir d'enfants, c'est comme ça, ils n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir avoir des enfants. En dessous, on a le commerce avec d'autres personnes qui sont, on va dire, une classe moyenne. Et en dernier, on a le marais où en fait, on a justement Violette qui vient de là-bas. Et qui est un endroit très pauvre en fait, hein. C'est des personnes qui sont amenées à travailler dans les usines où elles vont choper des maladies, mourir de faim, etc. Et c'est vrai que Violette, elle est enlevée assez jeune à sa famille puisque on détecte très rapidement si vous pouvez être une mère porteuse ou pas. Et donc Violette, elle va être achetée par une duchesse du Joyau et elle va pas mal souffrir puisque la duchesse la traite vraiment n'importe comment en fait, hein. De toute façon, dès que vous êtes une mère porteuse, vous n'avez pas votre mot à dire. Et c'est votre maîtresse qui décide ce que vous mangez, ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous portez. Et c'est vrai que la duchesse du lac de Violette, elle est vraiment horrible, moi, dans le tome 1. J'ai été assez surprise dans la manière dont les mères porteuses étaient traitées. Au niveau de ce tome 2, je trouve qu'il est un peu long. Je trouve qu'il est un peu long. Pour en être arrivé à la moitié, il s'est pas passé non plus énormément de choses et en tout cas d'actions. Je trouve qu'on traîne un petit peu sur des choses où il n'y aurait pas besoin. Par contre, j'avoue que dans ce second tome, on apprend encore plus sur le fonctionnement de cet univers. On découvre différents métiers et différentes facettes de ces métiers où on se rend compte en fait que être mère porteuse c'est horrible, mais il y a d'autres métiers où c'est encore pire, je pense. Je trouve que l'auteur elle aborde par contre très bien ces aspects-là parce que j'avais peur que, vu que ça reste quand même un livre jeunesse, elle n'aborde pas certains points et elle le fait. Et c'est pour ça que limite, pour moi, c'est pas tant que ça un livre jeunesse parce qu'on aborde quand même des sujets assez difficiles et il y a des termes quand même qui peuvent, je pense, sensibiliser certaines personnes. Donc je trouve que c'est plutôt bien fait à ce niveau-là. Par contre, j'attends de voir l'autre moitié du roman parce que je m'ennuie un petit peu. J'avoue, je m'ennuie un petit peu. On a quand même Violette qui avance, qui découvre certaines choses. Je peux pas vous en dire trop parce que je peux vous spoiler. On est censé bien sûr avoir un espèce de retournement de situation et j'ai l'impression qu'il arrive un peu de nulle part. Donc je verrai bien quand j'aurai terminé, je reviendrai vous en parler. Après c'est vrai que par contre l'univers je le trouve vraiment très intéressant. Hello, je vous retrouve, on est le vendredi 14 janvier. Il est 16h05, j'ai arrêté de télétravailler parce qu'en fait j'ai une grosse fatigue oculaire que je ne pensais pas avoir avec ce début d'année. Mais c'est vraiment une catastrophe en fait, je me sens déjà très crevée, ce début d'année me fatigue énormément. La semaine de reprise de la semaine dernière était assez lourde et du coup en fait là j'ai déjà l'impression que ça fait plus d'un mois que je travaille. Donc c'est assez dingue et en fait le problème c'est que j'ai eu une migraine très très violente avant-hier. Qui était tellement violente qu'en fait j'ai dû être dans le noir, me mettre une couverture sur les yeux. Le moindre bruit c'était insupportable et j'avais envie de vomir, enfin j'étais très très mal, fébrile quand je me levais, c'était une cata, donc je suis restée couchée un bon moment. Et du coup bah j'ai pas lu, j'étais pas très bien. Et là bah, vous le voyez je pense à ma tête mais je suis très très fatiguée, mais psychologiquement le physique ça va, hein, le corps il y va. Mais c'est la tête et c'est les yeux qui galèrent et du coup bah j'ai une fatigue oculaire parce que je le sais, j'ai les yeux qui me tirent énormément. Mais à peine je suis sur un PC ou un écran c'est une horreur. Du coup je fais comme on m'avait déjà dit de faire, c'est-à-dire mettre du sérum Phi dans les yeux. Mais le problème c'est que si je dois bien respecter les choses, je ne dois pas être sur l'ordinateur, je ne dois pas lire, je ne dois pas regarder la télé, bref, je dois reposer mes yeux. Comment dire, je suis obligée de travailler sur un PC, donc de toute façon au travail je peux pas faire autrement. Et si je lis pas et que je regarde pas la télé, qu'est-ce que je fais? Donc je vais peut-être voir, hein, de toute façon vous allez comprendre, je suis en train de faire une lecture commune avec Fanny, donc il faut quand même que je lise, mais je vais lire doucement pour pas me bousiller les yeux.
Mais la lecture qu'on est en train de faire en plus n'est pas en audio, sinon je l'aurais pris en audio pour me reposer un peu les yeux, mais c'est assez galère et ça me gonfle, j'aime pas avoir une fatigue oculaire. Je reviens surtout parce qu'en fait j'ai terminé il y a 3 ou 4 jours du coup, mais j'ai pas eu le temps de revenir ici tellement c'est le Beans. J'ai terminé La Rose Blanche, donc le tome 2. J'ai bien aimé ma lecture, mais c'est moins folifourchon que le tome 1. Parce qu'en fait l'action elle est très longue à venir, elle arrive sur les 100 dernières pages. Bon, comment l'histoire est tournée, ce qui va arriver de nouveau, je trouve que c'est plutôt intéressant. On en apprend un petit peu plus sur l'univers dans ce tome 2. Par contre, ouais, j'ai eu du mal sur l'action. En fait, je me suis un peu ennuyée dans ma lecture. Le tome 1, ça bougeait vachement, et là, en fait, le personnage doit aller à un endroit, et les péripéties pour aller jusqu'à cet endroit sont quasi nulles. On l'entend juste se lamenter un petit peu sur son sort, avoir peur, etc. Par contre, la fin, elle est géniale. La fin donne envie de se jeter sur le tome 3. Donc je pense que ce que je vais faire, parce que je sais très bien que cette saga, de toute façon, je vais pas la garder dans ma bibliothèque, parce que c'est une bonne lecture, mais c'est pas quelque chose que je relirais ou même que je recommanderais forcément en premier. Donc je vais vendre le tome 1 et le tome 2. Et je verrai pour m'acheter le tome 3 en e-book, parce que comme ça, il ne me prendra pas de la place dans la bibliothèque. Parce qu'il faut vraiment que j'essaie de restreindre mes achats papier, surtout pour des livres où je suis pas sûre d'avoir un coup de cœur ou quoi, parce que ça m'embête d'avoir trop de livres en papier qui débordent dans ma bibliothèque. Donc voilà, franchement, j'ai passé un bon moment de lecture, mais ça cassait pas 3 pattes à un canard. Du coup, j'ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Et du coup, ma lecture en cours que je suis en train de faire avec Fanny, comme je vous disais, ça c'était mon marque-page qui vient de tomber. Le marque-page que mon copain m'a offert. Voilà, c'est un petit panda qui fait une drôle de tête, mais je sais pas ce qu'il a voulu se barrer de ma lecture. Je suis en train de lire tout simplement le tome 7, Patrick Hardy de la saga La Meute du Phénix de Susan Wright chez les éditions Milady. Avec Fanny, ça fait depuis le tome 2 en fait qu'on lit ensemble. On adore lire La Meute du Phénix ensemble, parce que de mémoire le tome 1 j'avais pas lu avec elle, j'avais lu toute seule, et c'est à partir du tome 2 où on s'est dit qu'on allait lire ensemble. On avance, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est tout le dernier tome, c'est le tome 8 sur Dominique, forcément, mais pour arriver au tome 8, il faut lire dans l'ordre. Et Fanny est comme moi, la Meute Mercure, c'est pas passé du tout, on a lu les 2 premiers tomes, et... Enfin, moi j'ai lu le premier tome et le deuxième, je sais plus si elle a lu le deuxième, mais en tout cas, moi j'ai pas du tout aimé, je préfère la Meute du Phénix. Donc là, on suit Patrick et Frankie, et bon, j'ai lu, pour le moment, j'ai lu quoi? J'ai lu 60 pages, 70 pages plutôt. Et en fait on suit Frankie, qui est une jeune femme qui a grandi avec ses grands-parents qui sont assez riches. Elle est dans l'art, elle travaille dans l'art, elle fait des peintures, des sculptures, etc. Et on a Lydia qui fait partie de la Meute du Phénix, qui va vouloir la contacter, qui va vouloir qu'elle intègre la Meute du Phénix. Je vous dis pas pourquoi, vous verrez bien. Et on a dans l'histoire du coup Patrick, qui est un lieutenant de la Meute du Phénix, qui pour lui, c'est sûr, Frankie est son âme sœur, mais la jeune femme, elle cache un lourd passé, que tout le monde est au courant, mais qu'elle ignore. Et voilà, je vais pas vous en dire plus, mais globalement, c'est le speech de l'histoire, et c'est ce qu'on a dans le résumé. Et pour le moment, écoutez, j'aime bien, de toute façon, la Meute du Phénix, c'est des histoires à chaque fois de métamorphes loups, précisément, puisque moi je suis team loup. Donc. Et c'est la saga qui m'a le plus tenté niveau bitlit, parce que justement il y a des loups. Et d'ailleurs, celle-ci j'adore parce que le loup il a les yeux bleus. Et à chaque fois on suit un couple différent. C'est pas forcément que des loups-garous dans cette saga, il y a aussi... on tourne autour de la Meute du Phénix, qui est une meute de loups-garous, mais... on a d'autres personnages qui arrivent à chaque fois dans chacun des tomes et qui ne sont pas forcément des loups-garous, et on suit tout le temps un duo différent, donc un couple différent. Vous pouvez les lire de manière aléatoire, mais moi je vous conseillerais quand même de les lire dans l'ordre, parce que on découvre que les couples sont déjà formés. Par exemple là dans celui-ci on découvre tous les autres couples déjà formés, et c'est pour ça qu'en fait l'auteur elle refait une piqûre de rappel, je pense, pour si une personne tombe sur ce tome-là, qu'elle sache pourquoi ils sont déjà en couple, et donc elle explique ce qui se passe un peu dans les autres tomes. Donc vraiment lisez-la dans l'ordre, si vous aimez les loups-garous, foncez. Après ça reste une saga qui est très crue niveau scène de sexe, on a vraiment beaucoup de termes sur le fait que le mec il bande, qu'il a envie de se taper la fille. Il y a souvent des scènes de sexe assez explicites, et même des façons de faire assez spéciales. On est sur des animaux, donc des métamorphes, et c'est vrai qu'ils ont un comportement bestial au niveau du sexe.
On en avait déjà parlé avec Fanny, mais c'est vrai que voilà, si vous êtes un public jeune, je vous déconseille cette saga à cause justement des termes qui sont assez crus et surtout qu'il y a certaines fois où ça renvoie l'image que la femme, on aime être dominée, on aime forcément la sodomie parce qu'on aborde ce thème dans le roman. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes, je dirais. Faut pas tout gober dans l'histoire. Moi, je me dis juste, il se comporte comme ça parce que c'est avec des animaux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cul. Mais bon, moi après, la Meute du Phénix, c'est une lecture où c'est pas prise de tête, ça passe bien. Il va toujours y avoir en fait un espèce de combat, une guéguerre contre quelqu'un. On a toujours le couple qui va soit se former, soit se former, mais plus tard. Enfin, c'est souvent un schéma un peu répétitif, tous les tomes de la Meute du Phénix en fait. Moi, c'est vraiment le tout premier qui a été mon coup de cœur parce que j'ai découvert la saga et la plume de l'autrice. Mais on passe un beau moment avec cette saga. Franchement, si vous voulez une saga doudou, tranquille, sans prise de tête, la Meute du Phénix, c'est parfait. Donc je reviendrai vous en parler quand je serai arrivée à la moitié. Je vous retrouve, on est le mercredi 19 janvier et il est 8h15. Je vais me connecter pour travailler, je suis en télétravail. Et en pleine clôture de paye, c'est la dernière fois que je fais la paye toute seule parce qu'à partir du mois prochain, je fais une passation. Donc je suis en train de former en fait une personne à reprendre la paye puisque mon groupe est en train de recentrer tous les gestionnaires paye au siège à Paris. Et donc moi je suis censée changer de poste, évoluer, donc là on m'enlève la paye. Je vous avoue c'est un soulagement parce que j'en avais plus que marre de la paye, hein. Depuis le Covid c'est une horreur. J'ai été plus d'une fois à tomber malade à cause du stress que ça m'engendrait. Et en fait j'en suis venue à ne plus aimer du tout ce que je faisais. Donc on va m'enlever la paye. Mais je ne risque pas de m'ennuyer puisqu'il y a quand même une partie de mon travail que je conserve et surtout je vais devoir être un peu plus active dans le projet de changement de logiciel de paye. Donc je ne ferai plus de la paye pure et dure, mais je serai encore à avoir le nez dedans, en tout cas sur la compréhension et le fonctionnement. Donc ça me va bien. Je vous cache pas que là, je suis soulagée parce que j'en ai marre quoi. J'ai des migraines, les gens en plus sont exécrables, je ne les supporte plus. Ils sont imbuvables et devenus vraiment infects depuis le Covid à nous parler comme de la merde. Donc je suis bien contente de ne plus avoir à gérer la paye plus tard. Et du coup, je reviens pas pour vous parler du travail, mais je voulais quand même que vous sachiez ce qui se passe parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais du coup c'est en train d'évoluer pour moi professionnellement. Et je reviens parce que je suis arrivée à la moitié de ma lecture en cours qui est donc La Meute du Phénix, le tome 7, Patrick Hardy de Susan Wright chez Milady, que j'ai lu en lecture commune avec Fanny, mais une lecture commune qui est un peu spéciale, vous verrez pourquoi. Je vous en dis pas plus. Donc j'en suis arrivée à un petit peu plus de la moitié. On adore le petit marque-page, il me fait trop rire. Ça a été un début très compliqué. Ça a été un début très compliqué parce qu'il y a toujours des allusions sexuelles hyper crues. Le nombre de fois où on a eu des références à l'anatomie de Patrick avec son sexe qui est bien dur, voilà, toujours prêt au garde à vous. Ce genre de choses, moi ça me fatigue en fait, comme si on avait l'impression que les femmes on ne pensait que au pénis des hommes, c'est un truc de ouf. Et bah forcément il y a beaucoup de scènes de sexe, hein, Patrick il s'envoie en l'air, en veux-tu en voilà, dans toutes les pièces, sur le carrelage, contre le mur, sur le capot d'une bagnole, enfin bref, il y a beaucoup de scènes de sexe encore une fois, et c'est vrai qu'au début je levais les yeux au ciel et je me suis dit putain comment je vais vivre ce tome. Il faut savoir qu'il nous reste plus qu'un tome avec Fanny, c'est le dernier sur Dominique qui est le personnage qui nous plaît le plus. Donc Patrick c'était pas le personnage qui m'intéressait le plus de la saga, voire c'est celui je crois qui m'intéressait le moins. Et en plus il y a des petites révélations sur lui et sur ses histoires sexuelles précédentes qui m'a fait me dire mais bordel j'étais pas au courant et je pensais pas et qu'est-ce que ça vient foutre là et ça me perturbe et je comprends pas, enfin bref voilà. Et en même temps je me mets à la place du personnage féminin qui est Frankie, qui découvre ça, donc je serais pas rassurée, enfin bref plein de petits trucs comme ça. Et c'est vrai que du coup, bah, je me suis dit, nom d'un chien, comment je vais vivre ce tome? Est-ce que je vais arriver à le lire? Parce que je repoussais la lecture tellement j'avais pas envie de me replonger dans cette histoire. Et heureusement, Fanny m'a juste dit, Charlène, accroche-toi, après tu verras, ça va filer tout seul. Mais oui, elle comprend que je lui ai fait comprendre qu'il y a des trucs qui me plaisaient pas. Donc en fait, pour résumer l'histoire, on suit Frankie, qui est une jeune femme métamorphe, hein, qui est une louve, qui est passionnée par la sculpture, qui a été élevée par ses grands-parents qui sont issus d'une très bonne famille, mais qui l'ont toujours un peu restreint dans sa passion. Pour eux, c'est pas un métier ce qu'elle fait. Et en même temps, ils l'ont éloignée de sa famille paternelle, puisque Frankie, elle a perdu ses parents, elle était très jeune, et elle a assisté à leur mort. Je vous dis pas la mort, comment elle était, etc. Mais voilà, elle a assisté à leur mort. Mais elle a un peu occulté cette vision de son passé. Elle ne sait pas vraiment ce qui s'est passé finalement, mais elle en souffre.
Et du coup Patrick va faire sa rencontre et voilà, je pense que vous vous doutez hein, mais il va y avoir une histoire d'amour entre eux, surtout une histoire de cul au départ et voilà, mais j'en suis arrivée à la moitié, ça commence un peu à bouger, il y a des trucs qui me chiffonnent et je me dis c'est bizarre, donc j'ai envie d'en savoir un peu plus mais j'en ai plus que marre de ces allusions sexuelles. Je me dis, j'aime bien la bitlite, hein, mais là, Susan Ryan, à chaque fois, elle va trop loin. Il y a trop de scènes de cul. À chaque fois, le mec, tu te dis pour un rien, la fille, limite, elle va se moucher, le mec, il va bander. Enfin, faut arrêter. Je veux bien hein, qu'il y ait des allusions sexuelles, je veux bien qu'il y ait des rapports sexuels, mais à tout bout de champ, sans raison, sans lieu propice. Enfin, je sais pas, mais ça me... Voilà, quoi. Moi je reste toujours sur le fait de j'excuse la saga parce que c'est des loups et que je me dis comportement bestial, le besoin de montrer son appartenance, etc. à une personne, j'en sais rien, mais j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal et je sens que ce tome me fait comprendre que j'arrive au bout de cette saga et que voilà, j'ai hâte quand même de lire le tome sur Dominique parce que c'est le personnage qui nous a toujours intrigué avec Fanny et qui nous fait très envie de le découvrir. Mais après, c'est bon quoi, la Meute du Phénix, je serai arrivée au bout du bout. Je ne la relirai pas, ça c'est sûr. Je sais même pas si je la garderai honnêtement dans ma bibliothèque, je ne pense pas. Même si le premier tome avait été un très gros coup de cœur, hein, mais après j'ai trouvé que plus j'avançais dans les tomes et plus je n'appréciais pas la saga. Ça c'est vrai, j'ai adoré le tome 1, ça a été un coup de cœur, le tome 2 je l'ai adoré, le tome 3 ça allait, puis petit à petit j'ai eu du mal, donc j'espère que Dominique va relever un peu la pente. Je pense que j'irai peut-être d'autres sagas de cet auteur quand même, comme Noir Démon, mais par contre ouais, je pense pas que je la relirai et voilà quoi, c'était une bonne lecture, mais c'est pas une saga qui m'aura plus que ça transcender parce que c'est souvent les mêmes schémas, c'est quand même répétitif, mais ça reste une saga qui est très sympa si vous voulez vous vider la tête et être avec des métamorphes loups-garous. Donc je reviendrai vous en parler quand j'aurai terminé. Coucou, je vous retrouve, on est le samedi 22 janvier, il est 19h10 et je viens vite fait vous parler avant d'aller au restaurant. J'ai lu, alors je suis pas venue vous en parler, mais en fait j'ai lu un livre de développement personnel en 2 fois. Une fois où j'avais hyper bien avancé, il me restait plus grand chose à lire et je l'ai terminé vendredi. Et franchement, c'est un livre qui m'a fait beaucoup réfléchir. Ce livre, c'est tout simplement Les langages de l'amour, les actes qui disent je t'aime de Gary Chapman. Donc je vous mets la photo juste ici parce qu'en fait je l'ai lu en e-book et en même temps en version audio parce qu'il est disponible sur YouTube si jamais. Mais je vais me l'acheter en papier parce que j'ai envie de l'avoir dans ma bibliothèque ce livre. J'ai envie de mettre des annotations par rapport à certains conseils que donne l'auteur. Donc pour ceux qui veulent savoir en fait qu'est-ce que c'est que ce livre, c'est tout simplement un genre de conseil dans les couples puisqu'en fait Gary Chapman c'est un coach de couple qui est américain de mémoire. Et c'est vrai que dans ce livre, il nous explique en fait qu'il y a différentes manières de dire je t'aime à sa moitié. Il existe 5 langages. Et moi, c'est vrai que c'est un livre qui m'a été conseillé déjà par le copain d'une amie, parce qu'on avait parlé une fois du fait de dire je t'aime, que c'était assez compliqué. Et en même temps, j'ai eu un autre coach sur Instagram avec qui j'avais discuté et qui m'avait conseillé aussi de lire ce livre. Pour la simple et bonne raison que je fais partie des personnes qui ont du mal à dire je t'aime. Dans ma première relation, je l'ai dit énormément, j'étais plutôt très romantique, trop romantique limite. Je faisais vraiment des déclarations énormes. Voilà, j'étais vraiment très amoureuse à l'idée même de l'amour en fait et d'être aimée. Et sauf que vu que j'ai été assez déçue, j'ai tout simplement eu du mal à réexprimer mes émotions et mes sentiments et c'est vrai que maintenant avec mon fiancé le pauvre empathie un peu parce que je vais jamais dire je t'aime, voilà, je vais le dire de temps en temps parce qu'on me le dit, mais sinon je n'arrive pas à le dire, voilà, c'est comme ça, je n'y pense pas, je ne sais pas comment m'y prendre, j'ai l'impression de trop me dévoiler quand je le dis. Et c'est vrai que quand j'avais parlé avec ce coach, je lui avais dit que ça me faisait mal en fait de ne pas le dire, de ne pas réussir à le dire, parce qu'en fait je le ressentais mais j'arrivais pas à l'exprimer. Et c'est lui qui m'a dit de me tourner vers ce livre où en fait justement on m'apprend à ne pas forcément dire je t'aime vu que j'ai du mal à le dire, mais à le montrer d'une autre manière. Donc je vous dirai pas volontairement les 5 langages qu'il y a parce que c'est vraiment à découvrir, mais en fait ce qui m'a surpris c'est que ce livre nous force non seulement à identifier quel est le meilleur langage pour notre moitié, mais également quel est notre langage à nous pour comprendre qu'on nous aime.
Donc j'ai eu une discussion en plus avec mon chéri sur ce livre parce que j'avais vraiment envie de lui en parler. Je lui ai d'ailleurs conseillé de le lire ou de l'écouter, donc il fera comme il veut, mais j'aimerais vraiment qu'il s'y intéresse, parce que ça peut aider dans un couple. Et ça m'a permis en fait de savoir que moi, il y a différents moyens de langage qu'on peut me dire ou utiliser pour me dire je t'aime. Et c'est vrai qu'en fait, si dans un couple vous n'avez pas le même langage que votre moitié, bah ça peut engendrer des petits problèmes parce que bah, vous pensez lui faire comprendre que vous l'aimez, mais lui ne le comprend pas de cette manière-là. Donc c'est un mode de communication, c'est clairement un livre sur la manière de communiquer au sein d'un couple. Et j'ai vraiment adoré. En fait, dans le roman, moi j'avais peur que bah, je m'ennuie, parce qu'en général les livres de développement personnel, des fois ça peut être très long. Et bah celui-là pas du tout, il se lit très vite parce que déjà vous avez plusieurs exemples de couples. À chaque fois pour illustrer chacun des langages de l'amour, il prend un exemple d'un couple. Et très souvent on peut s'identifier à ces couples sur la manière dont on a à s'exprimer. Et franchement, c'est un livre très 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 enrichissant. Moi, je vous le recommande à 1000%. Déjà, je le recommande pour les personnes qui sont comme moi, qui ont du mal à dire je t'aime. Il va énormément vous aider. Ou même, bah, si vous êtes en couple, n'hésitez pas à le lire parce que ça nous force un petit peu à la réflexion. Et même si ça fait longtemps qu'on est ensemble avec mon chéri, ça va faire quand même 4 ans. Il y a des choses que j'apprends encore sur notre couple et ça m'aide en fait, ça m'aide énormément. Et même si vous êtes célibataire, honnêtement, ce livre peut vous aider à mieux comprendre aussi quels sont les langages de l'amour. Franchement, voilà, je l'ai adoré ce livre. Et comme je vous dis, vu que je ne l'ai pas en papier, j'aimerais me l'acheter en papier parce que voilà, il me fait super envie. Et en plus, j'ai déjà un autre livre de cet auteur dans ma palle. Ce livre, c'est tout simplement ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier. En fait, c'est trop drôle parce que donc on va se marier le 23 juillet 2022 avec mon chéri. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez. Et c'est vrai que bah voilà, moi je veux me marier à l'église. Mon chéri, lui, il s'en fout, il le fait pour moi. Mais moi, c'était important de me marier à l'église. Je suis croyante, je ne suis pas une pratiquante à 1000% parce qu'il y a des choses où voilà, j'ai ma pratique en fait de ma croyance. Et j'avais en plus envie de me marier à l'église parce que bah, ma grand-mère était très croyante de la Vierge Marie. Et vu que ma grand-mère n'est pas là, mon grand-père non plus puisqu'ils sont partis, c'est important pour moi de me marier à l'église. Et c'est vrai que la dernière fois qu'on a fait la réunion avec plusieurs autres couples qui allaient se marier, c'était une réunion vraiment sympa, j'avais un peu peur au début d'y aller et après on s'est bien marré, c'était très sympa. Ils nous ont offert ce livre et c'est assez drôle parce que quand ils ont parlé de ce livre, ils ont dit bah, peut-être que vous connaissez cet auteur avec les langages de l'amour. Et là moi tout de suite ça m'a fait tilt, je me suis dit purée mais la coïncidence, je suis en train de l'écouter. Et à ce moment-là, on est en train de m'offrir le bouquin de l'auteur, un autre livre de l'auteur, donc c'est assez drôle. Donc là, en fait, ça retrace plein de petites choses où on peut se poser la question quand on est en couple. Par exemple, si seulement j'avais su qu'il fallait établir un budget pour bien gérer notre argent, si seulement j'avais su que les toilettes ne se nettoient pas toutes seules, toutes des petites choses en fait où... Voilà, si seulement j'avais su que le pardon n'est pas un sentiment. En fait, c'est pour justement... pas nous dissuader de nous marier, c'est pas le but, hein, mais plutôt de se rendre compte que le mariage, c'est une continuité de la relation de couple et du coup de se poser les bonnes questions et bien de se dire, voilà, des fois il va y avoir des disputes, mais c'est de savoir discuter, de dire ce qui ne va pas, etc. Donc c'est un livre de conseils. Et franchement que l'église nous ait offert ce bouquin, bah, j'étais trop contente parce que j'ai dit bah déjà je trouve que c'est hyper moderne de nous donner un livre comme ça sur un coach de couple. Et puis ça va complètement dans le thème du coup. Et moi je suis super contente parce que bah je vais pouvoir lire un autre livre de cet auteur. Donc c'est pour ça qu'il faut que je m'achète les langages de l'amour. Et j'ai même vu aussi que l'auteur il a fait un autre livre où c'est ce que j'aurais aimé savoir avant de devenir parent. Et je sais que c'est un livre que je lirai avant d'avoir des enfants. Parce que c'est pareil, il l'aborde un peu dans le livre sur les langages de l'amour, mais en fait il explique que les enfants c'est pareil, ils peuvent avoir une manière différente de nous dire je t'aime ou de nous montrer de l'affection. Et suivant notre manière de communiquer avec eux, ça peut affaiblir leur jauge émotionnelle parce qu'en fait on se rend compte que suivant comment on a été éduqué, on peut manquer d'amour et c'est vrai que par exemple en devenant adulte, on va être très quémandeur de câlins, de bisous, etc. Ou à l'inverse, si on n'a pas été habitué à des élans de démonstration affective, on aura du mal à le faire. Donc voilà, ça explique plein de petites choses comme ça. Donc écoutez, bah, de toute façon je vais devoir le lire. Celui-ci en plus je dois le lire avec mon chéri, donc là il n'a pas le choix. C'est un livre qu'on doit lire ensemble. Donc je pense qu'on va se lire un chapitre
un chapitre par soir. C'est vrai que ça fait un petit moment déjà qu'on nous l'a donné, je crois que ça fait plus d'une semaine, donc faut qu'on s'y mette. Je pense que demain on va s'en lire un petit chapitre. Et le premier chapitre c'est... Si seulement j'avais su qu'être amoureux ne suffit pas pour construire un mariage heureux. Bah, tu m'étonnes, il n'y a pas que l'amour qui suffit pour faire un mariage, hein, c'est aussi être présent pour la personne, il y a plein de choses, je pense que ça va être hyper enrichissant, donc je reviendrai aussi vous en parler. Mais en tout cas, les langages de l'amour, je vous le recommande à 1000%. Voilà, j'avais envie de vous partager cette lecture. Vous vous en doutez, j'ai tellement adoré que forcément je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Hello, je vous retrouve, on est le dimanche 23 janvier, il est 20 h. Je reviens parce que j'ai du coup terminé aujourd'hui La Meute du Phénix, le tome 7, donc Patrick Hardy. Que dire sur cette lecture? J'ai quand même passé un bon moment de lecture, je vais pas non plus dire que c'était horrible, j'ai passé quand même un bon moment de lecture. Mais j'ai été contente quand ça s'est terminé quand même parce que je trouve que ce tome-là contient encore une fois beaucoup trop de scènes de sexe comme le tome précédent, le tome 6. Je trouve que plus on avance dans cette saga, plus on a des scènes de sexe, en veux-tu, en voilà, et moi honnêtement au bout d'un moment j'en ai un peu marre. Ça reste n'empêche que j'ai aimé l'histoire de fond, la rencontre entre Frankie et Patrick et tout ce qui gravitait autour de Frankie. Franchement, l'histoire en elle-même, je l'ai plutôt bien aimée. Mais les scènes de sexe, ça a vraiment tout gâché pour moi. Et en plus, plus d'une fois, on a Patrick qui fait des allusions comme quoi ce qu'il fait au niveau sexuel, c'est pour le bien de Frankie, mais pas pour le sien. Alors surtout sur des scènes du style la sodomie ou quoi. Genre c'est vrai que c'est pour la femme qu'on fait ça, c'est pas pour le mec. Enfin bref, des trucs dans ce genre-là, moi ça me... ça me fait lever les yeux au ciel et en fait ça m'a saoulée. Et quand j'ai terminé, je me suis juste dit enfin j'ai fini, j'en pouvais plus. J'ai mis plus d'une semaine à le lire, une semaine et demie je crois, ou une semaine et quelques jours. Mais franchement, il est temps que cette saga se termine en fait. Là j'ai adoré les 5 premiers tomes de mémoire, ouais, les 5 premiers tomes ou les 4 premiers tomes. Mais le tome 6, j'ai commencé à ne pas l'aimer. Ce tome 7, je trouve que ça commence à être pénible et je verrai bien que le tome 8, Dominique, qu'on lira avec Fanny. Je pense début mars ou fin février, on verra bien. Mais voilà, je suis contente que ça soit terminé. Après, ce qui m'embête en fait, c'est qu'à chaque fois, l'auteur, on termine son tome avec une scène de sodomie. Voilà. Donc, âme sensible, s'abstenir, parce que c'est une saga qui comporte énormément de scènes érotiques. Hein. C'est un peu la marque de fabrique de La Meute du Phénix. Et c'est vrai qu'on passe toujours par la case des fesses. Voilà. Donc, et moi, ça me gonfle en fait. Qu'elle le mette dans certains de ses tomes, comme quoi, bon bah le mec et la fille c'est leur préférence, je peux l'entendre, il n'y a pas de souci. Mais là, à chaque fois, le mec, l'objectif c'est de se faire le cul de sa copine. C'est un truc de dingue. Et en plus, c'est la gonzesse, elle dit quand même qu'elle a pas envie, hein, qu'elle veut pas que le mec il passe par là. Et lui c'est non, non, mais tu verras, au bout d'un moment tu vas me dire oui, tu vas vouloir. Et à chaque fois, en fait, c'est un peu forcé quand même, quoi. La fille, elle est pas emballée au départ. Hein. Donc j'aime pas trop. J'aime pas trop ce genre de comportement et en fait on a limite l'impression que l'auteur c'est son kiff quoi. Alors ça peut être son kiff, il n'y a aucun souci encore une fois, mais pourquoi terminer toujours ce tome avec une sodomie? Enfin c'est un truc de dingue ça quand même, c'est une obsession, j'en sais rien, mais voilà, donc je préfère quand même vous en parler parce que voilà, si vous êtes des personnes qui n'aimaient pas trop des scènes érotiques, bah, passez votre chemin avec La Meute du Phénix. Et en plus, si vous êtes vite à être agacé par ce genre de comportement où on vous fout de la sodomie en veux-tu en voilà, passez votre chemin aussi. Voilà, moi je sais que j'arrivais à passer outre en me disant bah voilà c'est quand même des métamorphes, loup-garou, donc comportement bestial, animal, avec le fait de vouloir revendiquer sa moitié, de vouloir s'envoyer en l'air avec, je peux entendre hein, les comportements bestiaux à ce niveau-là, mais pas quand c'est répétitif à ce point-là. Donc j'ai quand même passé un bon moment de lecture, j'ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse lire ma chronique en barre d'infos. Concernant ma prochaine lecture, ça va être un petit thriller et ce sera la dernière lecture de ce point lecture parce que je pense qu'il va durer un petit moment. Mais vu qu'après je vais, dès que j'aurai terminé cette lecture, ça sera le Disney Book Challenge. Donc je vais enchaîner avec des vlogs de lecture. Celui-ci viendra clôturer ce suivi lecture. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Disney Book Challenge, je vous la mettrai en barre d'infos, n'hésitez pas à les regarder. C'est un challenge livresque autour de Disney, comme son nom l'indique. Et je suis trop contente parce que j'ai vu pas mal de retours positifs, les personnes sont emballées, les templates plaisent, les menus plaisent, même s'ils sont un peu compliqués cette année, je le reconnais.
Ça me fait super plaisir. Voilà, du coup je vais commencer là ce soir tranquillou Avalanche Hotel de Nico Takian chez le livre de poche. Au début je voulais me le lire à Noël durant cette période pour avoir un petit thriller et couper avec les romances de Noël. L'occasion ne s'est pas présentée et je me dis bah là pour cette semaine il ira très bien parce que c'est un tout petit bouquin de rien du tout. Et du coup je me dis bah voilà, je lis cette semaine et la semaine prochaine après on sera déjà le 1er février, donc je pourrais attaquer ma palle du Disney Book Challenge. J'aime vraiment beaucoup cette couverture. Il fait un peu flipper, il me fait penser à l'hôtel un peu abandonné dans Shining. J'ai pas lu Shining, hein, j'ai vu le film, mais j'ai le livre dans ma palle, faudrait que je le lise. Mais du coup voilà, ce petit livre me tente bien et ça change un petit peu de tout ce que j'ai lu depuis le début de l'année. Donc je reviendrai vous en parler quand j'en serai arrivée à la moitié. Coucou, je vous retrouve, on est le jeudi 27 janvier, il est 7h20, donc dans 10 minutes. Je vais partir parce que je suis sur site aujourd'hui, mais je voulais revenir pour vous parler de ma lecture en cours. Donc c'est le Avalanche Hotel de Nico Takian chez le livre de poche, parce qu'en fait ça y est, je suis arrivée à la moitié. Et c'est pas folie fourchon, je trouve que l'histoire elle est décousue. En fait on suit Joshua Oberson qui se réveille en 1980 dans l'Avalanche Hotel, donc c'est cet immense palace. Et il découvre en fait qu'il y a un policier qui enquête sur la disparition d'une jeune femme. Et entre-temps, il va lui arriver quelque chose et il va se réveiller dans une chambre d'hôpital en 2018. Et là, en fait, il fait plus le même métier qu'il faisait en 1980. Là, en 2018, il est policier. Et il va découvrir qu'il enquêtait au moment où il a eu cette espèce de malaise ou d'attaque. Il enquêtait sur l'Avalanche Hotel, qui n'était plus l'Avalanche Hotel en 2018, mais un autre nom, hein, l'Imperial Grand Palace, un nom comme ça. Et il essaie de comprendre du coup qu'est-ce que c'est qui s'est passé en 1980. Est-ce qu'il a rêvé? Est-ce qu'il a vraiment vécu une espèce vous savez, les expériences de mort imminente, des petites choses comme ça? Mais il comprend pas ce qui lui arrive. Et bon, il a une collègue qui essaye de l'aider, hein, tant bien que mal, mais il peut pas s'empêcher de vouloir retourner à cet endroit, dans ce magnifique hôtel, et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il a l'impression qu'une disparition sur laquelle il enquête en 2018 est étroitement liée à celle de 1980. Voilà pour le petit speech de ce que j'ai compris en ayant lu la moitié, mais franchement je suis perdue dans cette histoire. Déjà, et pourtant ça se passe vers ma région, hein. Là on est majoritairement dans la ville de Montreux, qui est en Suisse pour ceux qui ne savent pas. Et moi, Montreux, je vous montre souvent, j'y vais pour le marché de Noël, hein, parce que c'est à 1h10 de chez moi. Donc c'est souvent, moi j'habite vraiment à côté de la Suisse, donc c'est souvent que je vais à Montreux au marché de Noël. Donc je connais très bien cette ville. On nous parle du lac Léman. Bah, les gars, j'habite à côté du lac Léman, j'ai une vue sur lui tout le temps. Enfin voilà, j'ai grandi dans cette région. Donc je suis de l'autre côté de la Suisse en France, hein, mais voilà, je suis pas loin de la Suisse. Et du coup, c'est vrai que bah, j'étais contente parce que je me disais, oh, c'est une histoire quand même qui se passe, c'est précisé derrière, dans les Alpes suisses. Donc j'étais là, ouais, ça se passe pas loin de chez moi, je connais le décor, on nous parle des montagnes, on nous parle de plein de choses, et beaucoup du lac Léman, donc j'étais toute contente. Mais je suis pas absorbée par ce récit en fait, hein. Il m'embrouille plus qu'autre chose. Un coup on est en 1980, on revient en 2018, mais là franchement, je vous jure, entre ce qui s'est passé là, j'en suis à la moitié, bah, il s'est passé quasi rien quoi. Le début était intriguant et après quand on revient en 2018 je suis là ouais bah c'est bon, ça avance pas quoi. Et puis le personnage principal de Joshua, il a des réactions des fois je comprends pas. Le mec, on nous dit à un moment donné, parce que c'est pour vous dire que ça me perturbe, donc on vous dit qu'il va dans sa salle de bain, que bah voilà il a un peu des trous de mémoire, et il se regarde et il se dit bah tiens ok je suis maigrelet, bon il s'admire en fait, hein, il reprend possession de son corps, et le mec d'un coup il dit que même en bas ça fonctionne. Non mais c'est vrai que on a besoin de savoir que le mec il bande quoi, enfin je comprends pas. Il vient d'être sauvé hein, clairement de quelque chose, je vous dis pas comment mais il a été sauvé. Et le mec, le premier truc qu'il regarde, c'est est-ce que son pénis est en érection. Enfin, j'ai l'impression que c'est une suite de la meute du Phénix. Non, quand même pas. Mais voilà, enfin, c'est... Je sais pas où on va. Ça m'embête parce que quand je l'ai acheté, j'avais regardé des avis avant sur Livre Addict et de mémoire, il y avait de très bons avis. Il y en a, ils disaient que c'était très prenant. Mais je suis arrivée à la moitié et c'est limite une torture de retourner pour lire la suite, quoi. Donc heureusement qu'il est tout petit. Je vais essayer de le finir d'ici ce week-end parce qu'en plus... Mardi prochain sera le 1er février, donc le Disney Book Challenge va commencer. Donc faut que je me le termine avant. Mais franchement, pour le moment, c'est trop décousu
et l'histoire ne me plaît pas. Hello, je vous retrouve, on est le lundi 31 janvier et il est midi passé. Je vais aller faire mon sport et manger parce que je suis en congé. Je reviens parce que j'ai terminé de lire hier soir L'Avalanche Hotel de Nico Takian. Et c'est une déception, voilà, il n'y a rien à faire en fait. L'histoire aurait pu être prometteuse dans le sens où on fait un petit peu des allers-retours entre un souvenir du passé et le moment présent. L'univers, l'endroit où ça se passe, c'est vraiment très sympa parce que on est dans les montagnes en Suisse, de Montreux, avec le lac Léman. Donc moi, ça se passe dans ma région, donc autant vous dire que j'ai été très emballée par cette histoire du fait que ça se passait dans ma région. Mais j'ai vite déchanté parce que tout le long du récit, depuis la dernière fois où je vous ai dit que j'étais arrivée à la moitié, je suis perdue. J'arrivais pas à savoir où est-ce qu'on en était. L'auteur, on voit qu'il veut volontairement nous mettre des petites pièces d'indices pour nous mettre sur la voie et j'arrivais pas à les saisir ces pièces. J'arrivais pas à faire le lien, j'arrivais pas à comprendre les deux enquêtes qui quelque part se mélangeaient mais étaient étroitement liées. Franchement, honnêtement, quand je l'ai fini là hier soir, je me suis forcée à le finir parce que je voulais quand même connaître la fin. Et je me suis dit, pour le petit bouquin que c'est un petit peu bête de l'abandonner. Mais j'ai été à deux doigts de l'abandonner quand même parce que je vous dis, c'était prise de tête, c'était décousu, j'ai pas compris. C'est vrai que la fin, elle est très bien trouvée, elle est surprenante. Alors, j'ai commencé à deviner un petit peu comment ça allait tourner avant la révélation. Mais c'est vrai que la fin, elle est pas mal trouvée, mais c'est pas du tout plausible en fait. Il y a des choses où ça aurait pu être faisable et réel dans la manière dont ça a été amené. Mais il y a des éléments qui font tout de suite, et surtout, je pense que si vous le lisez, vous allez vous en rendre compte aussi, où on se dit que c'est juste impossible, ou c'est vraiment un coup de bol durant l'événement, comment ça s'est passé, parce qu'il y a un événement qu'on nous parle. Et moi je me suis dit c'est quasi impossible que ça se passe bien à ce point-là. Donc voilà, après si vous l'avez lu et que vous voulez qu'on en parle parce que vous vous demandez de quel événement je parle, venez en parler avec moi sur Instagram en message privé. Mais la révélation fait que je me suis dit non, j'y crois pas. C'est bien trouvé mais j'y crois pas. C'est pas assez réel pour moi dans la manière dont c'est amené. Non, c'est comme je vous dis en fait le livre, si je dois le résumer, c'est décousu. Des éléments veux-tu en voilà, des réactions du personnage que je comprenais pas. C'est dommage parce que pourtant sur Livre Addict il avait quand même des bons avis. Alors c'était tranché, c'était soit on aimait, soit on n'aimait pas, il n'y avait pas vraiment de juste milieu, mais la plupart quand même l'avaient apprécié et d'autres l'avaient trouvé un peu comme moi décousu et trop. On s'en mêle trop les pinceaux dans cette histoire. Je sais pas, j'arrivais pas à savoir si j'étais dans le présent ou dans le passé, c'était pas vraiment top. Donc je vais m'arrêter là pour mon avis. De toute façon, vu que c'est un petit livre, voilà, je vais m'en débarrasser. Je vais tout de suite le remettre sur Vinted parce que je vais pas le garder, je vais pas le relire. Je ne le recommande pas parce que je n'ai pas aimé. Donc c'est pas un livre que je donnerai à un proche. Mais voilà, c'est dommage parce que c'était prometteur au niveau de l'endroit où ça se passe. Franchement, quand je voyais le titre Avalanche Hotel, je me suis dit c'est peut-être un hôtel où il y a eu des massacres. Des mystères, un petit peu peut-être même des fantômes et tout, un peu chelou. Et finalement, l'endroit n'a pas été exploité plus que ça, parce que quand on voit ça sur la photo, moi je m'attendais à ce qu'on aille vraiment dans plusieurs pièces et qu'il s'était passé plein de choses. Et en fait, on vous donne juste le nom du palace, qui en plus à chaque fois on nous dit bien Avalanche Hotel, Avalanche Hotel. Alors déjà tu dis intitulé de l'hôtel au secours, au revoir. Ça donne pas envie d'y aller, mais c'était pas ouf. Du coup, je me tâtais au niveau de la note entre un 2 sur 5, c'est-à-dire sans plus, et un 1 sur 5, c'est-à-dire je n'ai pas aimé. Et je pense que je vais me tourner vers... Roulement de tambour. Je vais me tourner vers un 1 sur 5, j'ai pas aimé. Parce qu'en fait, même la fin, qui est malgré tout bien trouvée, comme je vous dis, n'est pas faisable, n'est pas réaliste pour moi. Il y a trop de choses où je me dis c'est trop facile. Et ouais, vu que j'ai failli l'abandonner, que j'y allais à reculons, je vais lui mettre un 1 sur 5. Je n'ai pas aimé. Je vous laisserai le lien de ma chronique en barre d'infos. Ce point lecture est donc terminé. Je pense qu'il sera assez long parce que je vous ai mis carrément toutes mes lectures du mois de janvier. Je ne savais pas si j'allais le scinder en deux ou pas, mais finalement je me suis laissée porter par le courant et une vidéo ça ira très bien. Le prochain que vous verrez de toute façon ce sera dans un petit moment puisque là je vais faire des vlogs sur le Disney Book Challenge.
En tout cas, n'hésitez pas comme toujours à me dire si vous avez lu ces romans, ce que vous en avez pensé, est-ce que je vous ai donné envie d'en découvrir certains. N'hésitez pas comme toujours si vous arrivez à vous abonner à la chaîne ou à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours très plaisir. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!